Cette île était le centre de recherche. Oh merde. Amène-toi! Duncan! Nos vies ne tiennent qu'à un fil. J'aime pas trop ce que je viens d'entendre. Jurassic World, Renaissance, analyse et explication complète du film. Le film s'ouvre sur un constat planétaire. 5 ans après la cohabitation chaotique, les dinosaures ont largement disparu des continents, ne survivant que dans quelques zones équatoriales au climat stable. Ce retour à un isolement insulaire est le pivot narratif qui permet à Renaissance de se recentrer sur l'essence de la saga. L'humanité confrontée à une nature préhistorique reconquérante dans un espace clos et dangereux. L'île Saint-Hubert, ancien site secret d'un genre, devient le microcosme de toutes les tensions. Le synopsis repose sur la convergence de deux groupes aux motivations opposées. Une mission scientifique à but lucratif et une famille en lutte pour sa survie. Cette dualité recrée la dynamique classique des premiers films, où l'aventure se mêle à une critique sous-jacente de l'exploitation du vivant. Le personnage de Martin Krebs, représentant de Parker Genix, incarne la nouvelle facette du capitalisme prédateur. Son objectif n'est plus le divertissement, comme Jurassic World, ni le sauvetage, comme le monde d'après, mais l'exploitation médicale. La quête des échantillons génétiques des 3 titans, Mosa, Titano, Quetzal, pour un traitement cardiovasculaire place l'argument dans une zone moralement ambiguë, utilisant un prétexte humanitaire pour justifier une intrusion illégale. Face à lui, Zora Bennett et Henry Loomis représentent une conscience éthique émergente. Leur parcours, de mercenaires à protecteurs, illustre le thème central de la responsabilité. Le film suggère que la véritable renaissance n'est pas technologique, mais morale. Il s'agit de reconnaître que ces créatures, bien que créées par l'homme, ont droit à une existence non instrumentalisée. La famille Delgado, quant à elle, sert de cœur émotionnel et de lien avec le public. Leur naufrage n'est pas un accident, mais la conséquence directe de la perturbation de l'écosystème par les activités humaines. Leur survie,
dépourvu de tout autre enjeu que celui de rester en vie, contraste avec la complexité mercantile de l'équipe de Parker Genix et ancre le film dans une tradition de récit d'aventure pure. L'île elle-même est un personnage à part entière. Abandonnée après un accident, elle est devenue une arche de Noé perverse où la nature a repris ses droits, mais une nature faussée par les expériences d'un genre. La présence des hybrides, et surtout du Distorturex, est la matérialisation physique du péché originel de la franchise, l'hybris scientifique. Le Distorturex, ou Derex, n'est pas un simple prédateur de plus. Ce tyrannosaure mutant à 6 membres, création secrète et instable, symbolise la science poussée jusqu'à la monstruosité sans but ni contrôle. Sa conception visuelle, mêlant traits de superprédateur et difformités inquiétantes, en fait une antithèse du T-Rex original, qui inspirait une terreur mêlée de respect. Ici, la terreur est teintée de dégoût et de pitié. Les mutadons, hybrides de raptors et de ptérosaures, approfondissent cette idée. Ces créatures erratiques et souffrantes montrent que les manipulations génétiques ont brisé l'intégrité biologique des espèces. Le film utilise ces monstres pour poser une question sans réponse facile. Que faire de ces erreurs? Les éliminer ou les protéger malgré leur dangerosité? La structure narrative, bien que familière, est retravaillée pour créer un suspense méthodique. La quête en 3 étapes pour les échantillons impose un rythme de film de mission, où chaque écosystème, ciel, mer, terre, offre son propre défi et son ensemble de séquences d'action spécifiques. Cette construction rappelle les films d'aventure des années 90 et permet une variation des périls. La séquence du mosasaure, attaquant le bateau des Delgado, est un tour de force de tension pure. Gareth Edwards utilise ici son savoir-faire de Godzilla, avec des plans subaquatiques oppressants et une mise en scène qui privilégie la suggestion et le sentiment d'engloutissement avant de révéler la créature dans toute son horreur. C'est un hommage aux Jaws de Spielberg, rappelant que la peur de l'inconnu est plus puissante que l'exhibition du monstre. La rencontre avec le titanosaure, en revanche, vise à l'émerveillement terrifié. La scène se déroule en plein jour, dans un paysage ouvert, pour souligner l'immensité de la créature. Le film joue avec l'échelle de manière magistrale, utilisant des plans larges et des angles bas pour écraser les personnages. Ici, le danger n'est pas la prédation, mais l'écrasement accidentel, une force de la nature indifférente. La chasse au Quetzalcoatlus dans les canopées et les ruines du laboratoire est la séquence la plus dynamique, mêlant course-poursuite aérienne et exploration de lieux confinés. Elle permet d'introduire le personnage de Dolores, l'Aquilo. Cette petite créature, adoptée par la jeune Isabella, n'est pas qu'un élément mignon. Elle est le contrepoint essentiel aux hybrides. Elle représente la pureté d'une espèce non modifiée, et son lien avec l'enfant incarne la possibilité d'une coexistence innocente et non exploitatrice. La performance des acteurs, bien que limitée par des arcs narratifs conventionnels, trouve à briller dans les silences et les réactions. Scarlett Johansson incarne une Zora Bennett pragmatique et meurtrie, dont la froideur initiale fond au contact du désastre. Son regard, lors de la découverte des mutadons en détresse, en dit long sur son revirement intérieur. Jonathan Bailey apporte une humanité têtue au Dr Loomis. Son personnage est le pont entre la science froide de Krebs et l'empathie de Zora. Ces scènes avec Dolores sont cruciales, montrant que la curiosité scientifique peut être couplée à un profond respect. Mahershala Ali, dans le rôle court mais marquant du chef de sécurité Parker Genix, incarne la loyauté professionnelle qui se brise face à l'immoralité des ordres. Le vrai conflit moral éclate lors de la 3e acte, quand Krebs, obsédé par sa mission, décide de capturer vivant le Derex pour en extraire un composé encore plus puissant. Cette décision insensée, motivée par la cupidité, est le catalyseur du chaos final. Le film dépeint sans embâche l'aveuglement du profit, prêt à risquer toutes les vies pour un brevet. La réalisation de Gareth Edwards excelle dans le final. La palousa de fusées éclairantes, séquence nocturne où l'équipe est traquée par le Derex et les mutadons, est un chef-d'œuvre de clarté et de terreur. Le jeu d'ombre et de lumière colorée crée une atmosphère de cauchemar vivant, un balai mortel où la technologie humaine, les fusées, ne sert qu'à illuminer leur propre impuissance. La photographie de John Mathison capture la beauté hostile de l'île. Les paysages luxuriants de Thaïlande contrastent avec l'architecture brutaliste et décrépite des laboratoires de Malte. Cette opposition visuelle constante rappelle que l'île est un palimpseste, où la nature recouvre mais n'efface pas les folies passées de l'homme. Les effets visuels, sujets de débat, sont au service de cette ambiance. Si certains plans de dinosaures en mouvement plein champ peuvent paraître trop lisses, les scènes clés bénéficient d'un soin tangible. Le Mosa, en particulier, a une présence physique et une texture de peau qui le rendent crédible et monstrueux. Le Derex, en revanche, par sa conception même, a une apparence plus digitale, renforçant son statut d'artefact contre nature. La bande-son,
utilisant des thèmes iconiques de John Williams réorchestrés avec des motifs plus sombres et percussifs, souligne ce retour aux sources anxiogènes. Les cris des hybrides sont distortés, mélange de sons animaux familiers et de grésillements électroniques, signalant leur altération fondamentale. Le dénouement voit l'alliance improbable des deux groupes et le sacrifice de plusieurs personnages pour détruire le laboratoire et sceller le Derex. Ce n'est pas une victoire, mais une trêve coûteuse. L'île, une fois de plus, est abandonnée aux dinosaures. La renaissance du titre est donc ironique. Il n'y a pas de nouveau départ pour l'homme, seulement la reconnaissance tardive qu'il doit se retirer et laisser ses erreurs derrière lui. Le film se termine sur une note ambivalente. La famille Delgado est sauvée, Zora et Henry survivent, changés. Mais dans les profondeurs de l'océan entourant Saint-Hubert, un œil de Mosa s'ouvre. Ce plan final rappelle que la nature, même préhistorique, est désormais un acteur permanent sur Terre, et que toute tentative de la contrôler ou de l'exploiter sans limite mène au désastre. La réception mitigée du film s'explique par ce positionnement. Pour les uns, c'est un retour bienvenu à une formule éprouvée, exécutée avec un savoir-faire technique indéniable. Pour les autres, c'est un récit trop sûr de lui, qui évite de prendre des risques narratifs majeurs et se contente de rejouer des partitions connues avec un casting de prestige. Thématiquement, Renaissance est plus riche qu'il n'y paraît. Il explore l'idée de séquestration. Les dinosaures sont séquestrés sur une île par un climat mondial inhospitalier. Les hybrides sont séquestrés dans les laboratoires par leur propre monstruosité. Les personnages sont séquestrés par leur motivation, profit, rédemption, survie. La libération finale n'est pas physique, mais éthique, se libérer de l'illusion du contrôle. Le film questionne aussi l'héritage. Que laisse une entreprise comme InGen? Non pas des merveilles, mais des déchets toxiques vivants. Le nettoyage de cet héritage est le vrai défi, et le film suggère qu'il passe parfois par le containment, voire la destruction, plutôt que par la cohabitation. En somme, Jurassic World, Renaissance est un film de correction. Il cherche à réconcilier la saga avec son noyau originel, la peur, l'émerveillement et l'avertissement éthique. S'il n'atteint pas la profondeur mythique du premier Jurassic Park, il réussit à être un spectacle cohérent et intense qui replace les dinosaures au centre d'une histoire où l'homme, une fois de plus, est son pire ennemi et la proie ultime. Sa réussite commerciale prouve la permanence de la fascination pour ces créatures, et son final ouvert laisse entendre que la leçon, peut-être, n'est toujours pas apprise. Cette prémisse géographique est une rétro-ingénierie narrative brillante qui permet de recréer la tension insulaire originelle tout en l'inscrivant dans une logique écologique crédible. L'île Saint-Hubert émerge ainsi comme un sanctuaire involontaire, un laboratoire à ciel ouvert où les conséquences des actions passées d'un genre ont pu mûrir en secret, loin des regards. La convergence des deux groupes, l'un motivé par un profit déguisé en humanitaire, l'autre par l'instinct de survie pure, reformule le conflit central de la saga entre l'avidité humaine et la résilience du vivant. Le personnage de Martin Krebs opère comme un virus narratif, introduisant une logique économique froide dans l'écosystème déjà perturbé de l'île. Son projet d'extraire des échantillons génétiques des 3 titans n'est pas présenté comme un mal caricatural, mais comme une entreprise systémique où la fin justifie tous les moyens. Cette mission illustre la nouvelle frontière de l'exploitation biotech, le passage du spectacle à la pharmacopée, où la valeur d'une créature se mesure en composés brevetables. Face à cette vision réductrice, Dora Bennett incarne une fatigue civilisationnelle, une professionnelle dont le cynisme initial se craquelle au contact d'une réalité biologique qui résiste à toute monétisation. Son parcours est une lente réhabilitation de l'émerveillement face au monstrueux. La famille Delgado, quant à elle, fonctionne comme un rappel tragique de la vulnérabilité ordinaire. Leur naufrage n'est pas une péripétie, mais la matérialisation soudaine de la menace que le monde croyait avoir circonscrite. Leur lutte pour survivre sur l'île, dénuée de tout contexte scientifique ou mercantile, replace le spectateur dans une position primale de proie, réactivant la peur viscérale qui fonda le premier film. Leur rencontre avec l'équipe de Parker Genix crée un choc des réalités. D'un côté la survie comme objectif immédiat, de l'autre la survie comme variable d'ajustement dans un calcul économique plus large. L'île elle-même est caractérisée comme une entité palimpseste, où les strates du temps géologique, des ruines industrielles et de la repousse sauvage s'entremêlent. Cette géographie trouble reflète l'état moral des protagonistes et la nature hybride des créatures qu'elle abrite. Le choix de localisation variée, des jungles denses de Thaïlande aux structures brutalistes maltaises, sert une narration visuelle où la beauté est toujours une menace potentielle. La nature y est à la fois cathédrale et piège, un paradoxe que la photographie de John Mathison sublime en jouant sur les contrastes entre clair-obscur inquiétant et lumière crue révélatrice. Le Distorturex n'est pas simplement un nouveau méchant dinosaurien. Il est l'incarnation physique du principe d'entropie génétique. Sa morphologie à 6 membres,
Son comportement erratique et sa souffrance apparente en font un antithérex, une créature qui inspire moins la terreur respectueuse que le dégoût et la pitié horrifiée. Il représente l'aboutissement logique d'une science sans boussole éthique, où l'innovation est devenue une fin en soi. Sa présence sur l'île est comme une tumeur au cœur de l'écosystème, perturbant les comportements des autres espèces et symbolisant la contamination irréversible du naturel par l'artificiel. Les mutadons, ces hybrides raptors un ptérosaure, approfondissent cette thématique de la corruption. Ils ne sont pas des superprédateurs efficaces, mais des êtres ratés, inadaptés, dont l'existence même est une torture. Le film utilise leur détresse pour poser une question éthique profondément inconfortable. Quel est notre devoir envers les monstres que nous avons créés? Les anéantir par pitié ou les préserver au nom d'une responsabilité coupable? Cette interrogation résonne au-delà de la fiction, touchant au débat contemporain sur l'édition génétique et ses produits dérivés. La structure, enquête en 3 étapes, pour les échantillons, si elle peut sembler mécanique, est en réalité le squelette qui permet d'explorer méthodiquement les différents biomes et règnes de l'île. Chaque étape, aérienne, marine, terrestre, correspond à un défi spécifique et à une palette émotionnelle distincte. La peur vertigineuse face au Quetzalcoatlus, l'angoisse claustrophobe face au mosasaure et l'humilité écrasante face au titanosaure. Ce découpage donne un rythme épique au film, transformant la mission en une odyssée à travers les peurs archétypales de l'humanité. La scène d'attaque du mosasaure est un masterclass de tension aquatique. Gareth Edwards applique ici les leçons de Jaws et de son propre Godzilla. La menace est d'abord suggérée par des perturbations de surface, des ombres sous-marines et une bande-son qui se fait oppressante. La violence de l'attaque, lorsqu'elle survient, est d'autant plus efficace qu'elle a été longuement préparée par l'angoisse de l'attente. Ce choix met en scène l'idée que la mer est un territoire étranger et hostile, où l'homme n'est qu'un intrus vulnérable. La rencontre avec le titanosaure inverse totalement ce paradigme. Ici, la menace n'est pas la prédation mais l'échelle pure. La séquence se déroule en pleine lumière, dans un paysage dégagé, pour que l'immensité de la créature soit parfaitement lisible. Le danger vient de son simple mouvement, de son indifférence totale à la présence humaine. Le film communique alors un sentiment de sublime écologique, cette terreur mêlée d'admiration face à une force de la nature qui nous dépasse absolument. C'est un hommage à la tradition des films de monstres, où la taille est une qualité dramatique en soi. La chasse au Quetzalcoatlus dans la canopée et les ruines du complexe scientifique permet une transition habile entre l'extérieur sauvage et l'intérieur claustrophobe des laboratoires. Cette séquence aérienne, dynamique et vertigineuse, utilise l'espace tridimensionnel de manière inventive, faisant des cordes, des passerelles et des structures effondrées autant d'éléments de jeu pour une course-poursuite mortelle. C'est aussi dans cet environnement que le personnage de Dolores, l'Aquilo, fait son entrée, introduisant une note de vulnérabilité et de grâce qui contraste avec la brutalité des hybrides. Dolores n'est pas un simple accessoire émotionnel. Cette petite créature herbivore, adoptée par la jeune Isabella, sert de pont concret entre le monde des humains et celui des dinosaures naturels. Elle incarne la possibilité d'une relation non prédatrice, fondée sur la curiosité et la protection mutuelle. Son contraste avec les mutadons est fondamental. D'un côté une créature intacte, harmonieuse, de l'autre des êtres fracturés par la science. Elle est le rappel vivant de ce qui a été perdu et pourrait encore être préservé. Les performances des acteurs, bien que contenues par des arcs parfois schématiques, trouvent leur force dans la subtilité des réactions. Scarlett Johansson joue Zora avec une retenue calculée qui se fissure progressivement. Son regard change, passant de l'évaluation froide à une horreur compatissante, notamment face aux mutadons captifs. Jonathan Bailey apporte au docteur Loomis une passion teintée de mélancolie, celle d'un scientifique qui voit son domaine d'étude devenir une marchandise. Mahershala Ali, en chef de sécurité, incarne en quelques scènes la crise de conscience silencieuse de l'homme d'action pris dans un engrenage immoral. Le tournant du 3e acte, lorsque Krebs décide de capturer vivant le D-Rex, est le point de non-retour narratif et éthique. Cette décision, irrationnelle d'un point de vue survivaliste mais parfaitement logique dans la dérive capitaliste, transforme la mission d'extraction en folie démiurgique. Krebs ne veut plus juste prélever, il veut dominer et posséder la source même de la monstruosité. Ce glissement signale que la véritable menace n'est pas le dinosaure mutant, mais l'esprit humain incapable de reconnaître ses limites. La séquence nocturne dite du « Palooza de fusées éclairantes » est l'apogée de la mise en scène d'Edwards. Cette scène de traque dans l'obscurité, ponctuée de brefs éclats de lumière colorée, est une merveille de chorégraphie et de suspense. Chaque fusée révèle un fragment de la menace ou une griffe, une gueule, un œil sans jamais en montrer l'intégralité, forçant l'imagination du spectateur à compléter l'horreur. C'est une leçon de cinéma, la peur naît de la suggestion et du contrôle de l'information visuelle. La bande-son,
qui réorchestre les thèmes iconiques de John Williams avec des textures plus électroniques et dissonantes, joue un rôle narratif crucial. Les cris des hybrides, en particulier, sont un collage sonore troublant mêlant vocalisations animales et distorsions numériques. Cette altération acoustique signale leur nature corrompue à un niveau presque subconscient, créant un malaise profond chez le spectateur avant même que la créature n'apparaisse pleinement à l'écran. Le dénouement est significativement amer. La destruction du laboratoire et la neutralisation du Derex ne sont pas célébrées comme une victoire, mais constatées comme un moindre mal, un nettoyage nécessaire après une catastrophe. Plusieurs sacrifices ponctuent cette résolution, rappelant que dans cet univers, la faute se paie souvent en vies humaines. L'île est une fois de plus abandonnée, mais non pas comme un parc fermé, plutôt comme une zone d'exclusion où les erreurs du passé sont contenues. Le plan final, l'œil du mosasaure s'ouvrant dans les profondeurs, est bien plus qu'un cliché de suite potentielle. C'est l'affirmation que la vie, sous ses formes les plus anciennes et les plus redoutables, est désormais une composante permanente et inévitable de notre monde. Elle rôde aux frontières, dans les zones d'ombre, rappelant que le génie génétique est irréversible. La renaissance du titre est donc profondément ironique. Elle ne concerne pas l'humanité, mais le règne dinosaurien, contraint de renaître dans un monde qui n'est pas le sien, mais auquel il a désormais droit. La critique du capitalisme est ici plus sophistiquée que dans les précédents volets. Parker Genix n'est pas une entité vaguement maléfique. C'est une corporation opérant dans la logique légale et économique de son temps. Son crime n'est pas la méchanceté, mais la réduction du vivant à l'état de ressources. Le film suggère que le véritable danger systémique vient de cette rationalité économique qui ne reconnaît aucune valeur intrinsèque en dehors de l'utilité marchande. L'éthique scientifique est explorée à travers le contraste entre Henry Loomis et les fantômes d'un genre. Loomis représente une science de l'observation et du respect, qui cherche à comprendre pour préserver. Les notes et enregistrements trouvés dans le complexe abandonné des peignes, une science de la domination et de la refonte, où la compréhension n'est qu'une étape vers la manipulation. Le film ne condamne pas la science, mais son asservissement à des logiques non scientifiques. La réception mitigée du film tient à cette ambivalence. Pour ceux qui cherchaient une réinvention radicale, Renaissance peut sembler trop prudent, recyclant des éléments narratifs éprouvés. Pour ceux qui souhaitaient un retour aux fondamentaux, il est une réussite, car il replace la saga dans le registre du thriller d'aventure écologique où les dinosaures sont à la fois merveille et fléau. Son succès commercial démontre la viabilité de cette voie médiane. Le film propose également une réflexion sur la mémoire et l'héritage. L'île Saint-Hubert est un lieu de mémoire traumatique pour l'univers jurassique, un dépôt de tous ces cadavres dans le placard génétique. La mission de Parker Genix est une tentative de réveiller ce passé pour en tirer profit, tandis que la survie des Delgado dépend de leur capacité à naviguer dans les décombres de ce passé. Le film affirme que nous ne pouvons pas ignorer nos créations monstrueuses, nous devons les affronter, les connaître, et parfois les détruire pour avancer. En définitive, Jurassic World, Renaissance fonctionne comme un film de suture. Il tente de refermer la parenthèse ouverte par Jurassic World et son monde de dinosaures domestiqués, et de reconnecter la franchise à ses racines craintives et philosophiques. S'il ne possède pas l'impact culturel fracassant du premier opus, il possède une cohérence thématique et une maîtrise technique qui en font une conclusion satisfaisante, et peut-être nécessaire, à la trilogie Jurassic World. Il laisse le spectateur avec une pensée simple et forte. Le monde a changé pour toujours, et notre supériorité n'était qu'une illusion temporaire. L'univers de Jurassic World, Renaissance s'inscrit dans une période de rééquilibrage écologique global, une ère où la Terre a rejeté ses hôtes préhistoriques vers des sanctuaires climatiques fortuits. Ce postulat scientifique, bien que fictionnel, offre un cadre réaliste qui renoue avec l'essence du premier parc, l'isolement comme source de danger et de fascination. L'île Saint-Hubert devient ainsi un théâtre clos, un creuset où les fantômes des erreurs passées interagissent avec les ambitions présentes, créant un mélange volatile de remords et de cupidité. La mission de Parker Genix, détaillée dans les premiers actes, représente une perversion moderne de l'exploration scientifique. Sous couvert d'une avancée médicale salvatrice, elle opère un pillage biologique systématique, réduisant des êtres vivants complexes à de simples réservoirs de données génétiques brevetables. Cette logique extractiviste, incarnée par Martin Krebs, ne cherche pas à coexister avec le sauvage mais à le déconstruire en molécules exploitables, éradiquant toute notion de sacré ou de respect pour le vivant dans son intégrité. La famille Delgado, en contraste absolu, incarne l'humanité brute, dépossédée de toute technologie ou contexte, confrontée à la nature dans sa forme la plus élémentaire et la plus violente. Leur naufrage n'est pas un accident mais une collision entre deux mondes que tout sépare, et leur survie sur l'île repose sur une réadaptation instinctive à des règles anciennes. Leur rencontre avec l'équipe de Parker Genix crée une tension narrative fertile,
opposant la volonté de maîtriser à la nécessité de s'adapter. L'île, en tant qu'entité géographique et symbolique, est le personnage le plus complexe du film. Ces paysages luxuriants cachent les cicatrices de l'intervention humaine. Structures en béton rongées par la végétation, cages rouillées, laboratoires souterrains où l'horreur s'est cristallisée. Cette esthétique du monde perdu post-industriel sert de métaphore visuelle à l'idée que la nature finit toujours par reprendre ses droits, mais qu'elle intègre dans ce processus les artefacts toxiques de la civilisation. Le Distortus Rex est la matérialisation ultime de ce principe de corruption. Sa physiologie contre nature aux 6 membres, une peau aux plaques irrégulières, un système locomoteur apparemment douloureux, en fait un être de souffrance autant que de danger. Il n'est pas le roi de son écosystème, mais un tyran malade, un produit défectueux qui impose son dysfonctionnement à tout ce qui l'entoure. Sa présence crée une terreur spécifique, mêlée de répulsion et d'une forme tragique de pitié. Les mutadons, hybrides raptor-ptérosaures, illustrent quant à eux une autre forme d'échec, celui de l'instabilité comportementale. Ces créatures sont présentées comme nerveuses, imprévisibles, incapables de trouver une niche écologique stable. Leur vol erratique et leurs attaques désorganisées contrastent avec la précision mortelle des vélociraptors originels, soulignant que le bricolage génétique produit du chaos, pas de l'évolution. Ils sont le symptôme d'une science devenue folle, poursuivant des chimères sans considération pour le bien-être de ses créations. La structure en 3 actes, calquée sur la collecte des échantillons, permet une exploration systématique des règnes du vivant réinventé. Chaque segment fonctionne comme un mini-genre cinématographique. Le thriller aérien avec le Quetzalcoatlus, le film de monstres marins avec le Mosasaure et le récit d'aventure épique face au Titanosaure. Cette variété rythmique et tonale empêche la monotonie et réactive différents registres de peur chez le spectateur, de l'angoisse claustrophobe à l'humilité sidérée. L'attaque du Mosasaure est orchestrée comme une leçon de cinéma sur la puissance de l'ellipse et de la suggestion. La séquence joue avec la peur ancestrale de l'abysse, de ce qui se cache sous la surface lisse. La destruction du bateau des Delgado est filmée avec une brutalité soudaine qui rappelle que dans cet univers, la sécurité n'est qu'une illusion, toujours à la merci d'une force primitive et inattendue. L'eau, élément de vie, y devient un piège mortel. La confrontation avec le titanosaure inverse la dynamique de la prédation. Ici, la menace n'est pas intentionnelle mais géologique. Le danger vient de l'échelle disproportionnée, du simple déplacement de masse qui transforme un pas en tremblement de terre. Cette séquence renoue avec la tradition du cinéma de monstres qui inspire l'émerveillement, cet effroi mêlé d'admiration face à une grandeur qui nous dépasse et nous relativise totalement. Et la chasse au Quetzalcoatlus dans la canopée représente le péril de la 3e dimension. L'espace aérien, habituellement associé à la liberté, devient ici un champ de mines invisibles, où la menace peut fondre de n'importe quel angle. Cette séquence dynamique exploite parfaitement l'architecture verticale de la jungle et des ruines, créant un labyrinthe en hauteur où chaque saut ou chaque prise peut être mortelle. C'est une démonstration de la manière dont l'environnement peut devenir un acteur à part entière du suspense. L'introduction de Dolores, l'Aquilo, au milieu de ce chaos n'est pas un simple apport de mignonnerie. Elle fonctionne comme un point d'ancrage éthique et émotionnel. Sa petite taille, son comportement curieux mais non agressif, et le lien qu'elle tisse avec la jeune Isabella, démontrent que la relation à l'altérité animale peut être autre chose qu'un rapport de force ou d'exploitation. Elle est le symbole d'une innocence préservée, et sa protection devient un enjeu moral pour les personnages. Les arcs narratifs des protagonistes, bien que classiques, gagnent en subtilité grâce au jeu des acteurs. Scarlett Johansson exprime le parcours de Zora à travers un langage corporel qui évolue. Sa posture initiale, rigide et défensive, se détend progressivement au contact de la réalité organique et souffrante de l'île. Son regard passe du calcul à la compassion, notamment lorsqu'elle observe les mutadons en captivité, créatures qu'elle était initialement payée pour traquer. Jonathan Bailey, en Dr Loomis, incarne la passion scientifique teintée de mélancolie. Il est le gardien d'un savoir qui se voit détourné, et sa frustration est palpable. Ses interactions avec Dolores sont chargées d'une tendresse professionnelle, montrant que son amour de la paléontologie est d'abord un amour de la vie, sous toutes ses formes anciennes. Il représente la voix de la raison et de l'éthique dans un groupe progressivement gagné par la folie des grandeurs. Le personnage de Martin Krebs, interprété avec une froideur efficace, est l'antithèse de Loomis. Sa trajectoire est une descente aux enfers motivée par une foi absolue dans les chiffres et les brevets. Son décision de capturer le D-Rex vivant n'est pas un acte de bravade, mais le point culminant d'une logique qui place la propriété intellectuelle au-dessus de la sécurité biologique. Il ne voit pas un monstre, mais un portefeuille de molécules uniques, et cette cécité est sa tragédie. La séquence du Palooza de fusées éclairantes est un sommet de direction artistique.
En utilisant la lumière colorée et intermittente comme unique source d'éclairage, Gareth Edwards fragmente la perception du danger. Le spectateur, comme les personnages, ne perçoit que des flashs de la menace, une dent ici, un œil là, une silhouette massive qui disparaît dans l'ombre. Cette technique génère une anxiété extrême, car notre cerveau, privé d'une vision complète, anticipe le pire. La conception sonore joue un rôle capital dans la construction de l'horreur spécifique aux hybrides. Les cris des mutadons sont un collage dissonant de sifflements de reptiles, de cris d'oiseaux de proie et de grésillements numériques. Cette altération acoustique signale leur nature profondément instable et impure, créant un malaise viscéral bien avant que leur apparence ne soit pleinement révélée. Le son devient ainsi un personnage à part entière, véhiculant l'idée de corruption génétique. Le dénouement du film évite soigneusement le triomphalisme. La destruction du laboratoire et la neutralisation du D-Rex sont des actes nécessaires, mais coûteux en vie et chargés d'amertume. Il n'y a pas de victoire, seulement l'établissement d'une trêve précaire et le constat que certaines erreurs ne peuvent être effacées, seulement contenues. L'île est à nouveau abandonnée, mais désormais comme un tombeau pour les espoirs déçus de plusieurs générations de scientifiques et d'entrepreneurs. Le plan final sur l'œil du mosasaure est une réaffirmation puissante de la permanence du vivant. Cette créature, héritée d'un âge révolu, survit et observe, indifférente aux drames humains qui se jouent à la surface. Ce n'est pas une promesse de suite, mais une affirmation philosophique. L'homme n'est qu'un épisode dans la longue histoire de la vie, et ses créations, aussi monstrueuses soient-elles, font désormais partie du tissu écologique de la planète. La critique sociale opérée par le film est plus acérée qu'il n'y paraît. Parker Genix n'agit pas en dehors de la loi, mais en exploite les failles. Sa mission est illégale seulement parce qu'elle se déroule dans une zone non autorisée, non parce que son principe d'exploitation est remis en cause. Le film suggère ainsi que le cadre légal et éthique est toujours en retard d'une guerre face à l'innovation biotechnologique et à l'appétit financier. La réflexion sur l'éthique scientifique est portée par le contraste entre les archives d'Ingen et les actions de Henry Loomy. Les notes et vidéos trouvées dans le complexe dépeignent une recherche obsessionnelle tournée vers le contrôle et la modification. Loomy, lui, pratique une science de l'observation et de l'humilité, qui cherche à comprendre pour mieux préserver. Le film ne condamne pas la connaissance, mais son instrumentalisation au service de logiques de pouvoir ou de profit. La réception du film, partagée entre les louanges pour son spectacle maîtrisé et les reproches pour son manque d'audace narrative, reflète le dilemme des franchises établies. Renaissance choisit la consolidation sur l'innovation radicale, privilégiant la satisfaction d'une attente sécurisée au risque de la déception. Son succès commercial valide ce choix, indiquant que le public, pour une saga comme Jurassic, recherche souvent un confort générique plus qu'une surprise totale. Le traitement des dinosaures naturels, comme le titanosaure ou l'achilo, par opposition aux hybrides, est crucial. Ils sont filmés avec une certaine majesté, une intégrité physique qui force le respect. Leurs comportements sont cohérents, prévisibles dans leur logique animale. Ils représentent un ordre naturel, même reconstitué, face au chaos produit par les manipulations humaines. Leur préservation devient, in fine, l'enjeu véritable, bien au-delà du sauvetage des personnages. Le thème de la responsabilité transgénérationnelle est sous-jacent à toute l'intrigue. Les protagonistes de Renaissance héritent du gâchis laissé par InGen et doivent en gérer les conséquences. Le film pose la question de notre dette envers les erreurs du passé. Doit-on les nettoyer à tout prix, au risque de nouvelles vies, ou les isoler et en accepter la persistance? Il n'y a pas de réponse facile, et le film assume cette ambiguïté morale jusqu'à son conclusion. La mise en scène de Gareth Edwards excelle dans l'art de donner une échelle aux créatures. Il utilise constamment des éléments du décor ou une porte, une fenêtre, un couloir pour cadrer les dinosaures et souligner leur taille relative par rapport aux humains. Ce sens du cadre crée une géographie de la menace claire et lisible, permettant aux spectateurs de toujours situer le danger dans l'espace, une clarté souvent absente des blockbusters modernes surchargés. L'évolution de la relation entre Zora et Loomy est traitée avec retenue, évitant le piège du romance forcé. Leur lien se construit sur une base de respect professionnel mutuel qui évolue en confiance puis en alliance face à l'immoralité de Krebs. Leur partenariat est un microcosme de l'idéal que le film propose, une collaboration entre la compétence opérationnelle et le savoir scientifique, guidée par une boussole éthique commune, face aux dérives du capitalisme prédateur. L'utilisation des environnements clos, en particulier dans le complexe de recherche, renoue avec l'horreur des espaces confinés propres au premier Jurassic Park, la cuisine, le centre visiteur. Les couloirs sombres, les salles de serveurs étouffantes, les cages d'expérimentation deviennent des pièges où la technologie humaine tourne à son encontre. Ces séquences rappellent que les pires monstres sont parfois ceux que nous créons et enfermons, et qui finissent par se libérer.
Le symbolisme du D-Rex est riche. Il est littéralement un corps à 6 membres, une surcharge, un excès. Il représente l'innovation pour l'innovation, l'ajout de fonctionnalités sans dessein supérieur. Dans une métaphore de la société de consommation et de la tech, il est le produit, suréquipé, qui devient ingérable et dangereux. Sa défaite passe non par la supériorité technologique, mais par un retour à des principes simples, le piégeage, l'effondrement, l'utilisation de l'environnement contre lui. La bande originale, en réutilisant des thèmes de John Williams, opère un travail de mémoire émotionnelle. Ces motifs musicaux, associés depuis 1993 à l'émerveillement et à la terreur, agissent comme un raccourci affectif puissant. Leur réorchestration avec des textures plus sombres et électroniques signale cependant une évolution. Le rêve a tourné au cauchemar, la merveille est devenue cicatrice. La musique participe ainsi à la dialectique du film entre hommage et dépassement. Le personnage de Krebs suit une arc tragique classique, celle de Lubri. Son défaut n'est pas la lâcheté ou la stupidité, mais une confiance excessive dans sa maîtrise du processus. Il croit que le vivant peut être géré comme un projet industriel, avec des échéances, des livrables et une gestion des risques. Sa chute est la démonstration que le biologique échappe toujours, à un moment ou à un autre, à ce genre de modélisation réductrice. La survie de la famille Delgado est importante car elle démontre que la résilience humaine ne passe pas nécessairement par la haute technologie. Leur ingéniosité à se nourrir, se cacher et se déplacer sur l'île repose sur des savoirs fondamentaux et une observation fine du milieu. Ils représentent une forme d'intelligence adaptative opposée à l'intelligence technocratique de Parker Genix, et leur salut final est une victoire de cette humble perspicacité. La séquence de la chute du laboratoire est un moment d'apocalypse miniature, où les strates du récit s'effondrent littéralement. Les échantillons génétiques, les données de recherche, les preuves des expériences, tout est enseveli sous le béton et la jungle. C'est une forme de purification par le feu, nécessaire pour tourner la page. Le film suggère que certaines connaissances sont trop dangereuses pour être conservées et doivent être volontairement oubliées. L'esthétique générale du film, entre beauté naturelle spectaculaire et laideur industrielle décatie, pose la question du sublime. Le sublime, selon la philosophie, est ce qui nous confronte à une grandeur qui nous terrifie et nous élève simultanément. Le titanosaure est sublime. Le D-Rex, lui, est simplement monstrueux. Le film distingue ainsi la terreur inspirée par la nature dans son essence de l'horreur provoquée par sa dénaturation. La fin ouverte, avec le Mosa, rappelle que le cycle de la vie et de la prédation continue, indépendamment des intrigues humaines. Il n'y a pas de « fin » dans la nature, seulement des transformations. En laissant cette créature en liberté dans les eaux autour de l'île, le film évacue toute idée de résolution complète et assume l'idée que le monde de Jurassic est désormais un monde de déséquilibre permanent, avec lesquels il faudra composer. En définitive, Jurassic World, Renaissance est un film sur la gestion des séquelles. Il ne propose pas un nouveau départ radieux, mais un long et douloureux travail de deuil et de confinement. Il valide l'idée que certaines boîtes de Pandore, une fois ouvertes, ne peuvent être refermées, et que le mieux que l'on puisse faire est d'en limiter les dégâts. C'est une conclusion mature, désenchantée mais non désespérée, pour une saga qui a souvent flirté avec la démesure. Elle replace l'humain à sa juste place, non en maître du vivant, mais en simple gestionnaire, souvent incompétent, de ses propres catastrophes. Le film ouvre ainsi sur un paysage mondial transformé où la cohabitation a échoué, réduisant les dinosaures à l'état de réfugiés climatiques dans des zones équatoriales restreintes. Cette prémisse géopolitique et écologique instaure d'emblée un réalisme sombre qui contraste avec l'optimisme technologique des précédents volets. L'île Saint-Hubert émerge de ce contexte comme une anomalie préservée, un laboratoire involontaire où les expériences du passé ont mûri dans l'isolement, produisant une faune unique et dérangeante. La mission de Parker Genix y débarque non par curiosité scientifique mais avec la froide précision d'une opération minière, cherchant à extraire de la valeur biologique brute. Martin Krebs incarne cette nouvelle forme de colonialisme où le génome devient le territoire ultime à conquérir et à breveter. Sa vision réductrice s'oppose immédiatement à la perception plus holistique des créatures par le paléontologue Henry Loomy, pour qui chaque dinosaure est un écosystème et une histoire, pas un assemblage de séquences génétiques exploitables. La famille Delgado, quant à elle, représente la société civile inconsciente, happée par les conséquences indirectes de ces jeux de pouvoir qu'elle ignore totalement. Leur naufrage initial est la matérialisation soudaine et violente de la frontière poreuse entre le monde ordinaire et ses poches de préhistoire qui subsistent. Cette collision fortuite mais inévitable entre trois groupes aux motivations divergentes crée la matrice narrative du film, une confrontation entre différentes conceptions de la vie et de sa valeur. L'île elle-même est présentée comme un personnage ayant sa propre psyché, marquée par des traumatismes successifs.
Les forêts denses et les falaises ne sont pas un simple décor mais une entité réactive qui dissimule et révèle alternativement ses dangers. La photographie de John Mathison capture cette dualité en jouant sur des contrastes saisissants entre une lumière tropicale aveuglante et des ombres profondes, presque liquides, où toute menace peut se tapir. L'architecture abandonnée du complexe InGen, avec ses lignes brutalistes rongées par la liane et la rouille, symbolise la défaite temporaire de l'ordre technologique face au désordre organique. Cependant, ce désordre est lui-même imparfait, pollué par les créations hybrides qui errent comme des fantômes génétiques. Le Distorturex est l'incarnation ultime de cette pollution, un être dont la simple existence est une contradiction physiologique. Sa conception à 6 membres n'est pas présentée comme une amélioration mais comme une difformité handicapante, une erreur de calcul de la nature forcée par l'homme. Ses rugissements, déformés par des résonances artificielles dans la bande-son, signalent une détresse autant qu'une agressivité, faisant de lui un antagoniste tragique plus que simplement maléfique. Les mutadons, hybrides de raptors et de ptérosaures, illustrent un autre type d'échec, l'instabilité neurologique. Leurs mouvements saccadés, leurs attaques imprévisibles et leurs interactions chaotiques suggèrent un esprit fracturé, incapable de traiter correctement son environnement. Ils sont les victimes directes d'une science qui a bricolé des cerveaux sans comprendre la conscience, créant une souffrance perpétuelle qui se traduit en violence aléatoire. La structure du récit, articulée autour de la quête des 3 échantillons, permet une exploration méthodique des différents visages de la terreur préhistorique. Chaque étape fonctionne comme une épreuve distincte, testant les personnages sur des plans physiques et moraux différents. La séquence du Quetzalcoatlus est un balai aérien mortel qui exploite la peur du vide et de l'attaque par surprise. Le film utilise magistralement la verticalité de la jungle et des ruines pour créer un espace tridimensionnel de traque où le danger peut surgir du dessus, du dessous ou de côté. La scène du mosasaure, en revanche, est un retour à l'horreur primale de l'engloutissement, jouant sur l'angoisse de l'élément liquide, opaque et impénétrable. La mise en scène, en retardant la révélation totale de la créature, construit une tension presque insoutenable, rappelant que ce que l'on imagine est toujours pire que ce que l'on montre. La confrontation avec le titanosaure opère un renversement complet. La peur ne naît plus de la furtivité ou de l'agression, mais de l'immensité pure. La séquence est filmée avec une ampleur épique, utilisant de grands plans larges pour écraser les personnages et le spectateur sous le poids de cette existence colossale. C'est une leçon d'humilité géologique, où l'humain redevient un insecte à l'échelle des temps profonds. L'introduction de Dolores, l'Aquilo, dans ce théâtre de peurs archaïques, est une trouvaille narrative essentielle. Elle n'est pas un simple apport de légèreté, mais l'incarnation d'une alternative éthique. Sa petite taille, son comportement curieux et non menaçant, et le lien de confiance qu'elle tisse avec la jeune Isabella, démontrent que la rencontre avec l'altérité préhistorique peut être autre chose qu'un rapport de prédation ou de fuite. Elle représente la possibilité d'une relation fondée sur la réciprocité et le soin, un contre-modèle poignant face à l'exploitation pratiquée par Parker Genix. Sa présence souligne aussi la dichotomie entre les dinosaures naturels, produits d'une résurrection génétique certes, mais respectueuse d'un modèle historique, et les hybrides, construction contre nature sans ancrage évolutif. Protéger Dolores devient, pour les personnages, un acte de rédemption symbolique, une façon de défendre l'intégrité du vivant face à sa dénaturation. L'évolution des personnages principaux est portée par des performances nuancées qui transcendent parfois les limites du script. Scarlett Johansson donne à Zora Bennett une profondeur faite de cicatrices invisibles et d'un pragmatisme usé. Son revirement n'est pas soudain mais progressif, catalysé par la vision répétée d'une souffrance animale qu'elle ne peut plus rationaliser. La scène où elle observe un mutadon captif se frapper contre les barreaux de sa cage est un moment charnière silencieux. Son regard passe de l'analyse professionnelle à une horreur compassionnelle, signant la fin de son aliénation. Jonathan Bailey, en Henri Loomis, est l'humaniste fatigué, celui qui connaît trop bien la beauté du passé pour accepter sa marchandisation. Ses explications scientifiques ne sont pas des exposés didactiques mais des élans passionnés, et sa relation avec Dolores est empreinte d'une tendresse quasi paternelle qui ancre sa moralité. Mahershala Ali, bien que dans un rôle plus court, incarne avec une intensité contenue le garde du corps Elias, dont la loyauté envers Krebs se fissure face à l'absurdité morale croissante des ordres. Son sacrifice ultime n'est pas héroïque mais résigné, un paiement de sa dette envers une cause devenue indéfendable. Le point de non-retour narratif, la décision de Krebs de capturer vivant le Distorturex, est le fruit d'une logique pervertie poussée à son paroxysme. Pour lui, le D-Rex n'est pas un échec mais un succès trop parfait, une usine à molécules rares dont il faut s'assurer le contrôle exclusif. Cette décision illustre le principe de la « fuite en avant », technocratique. Face à l'échec ou au danger, la réponse n'est jamais le recul mais l'engagement de plus de ressources et de risques pour maîtriser l'immaîtrisable.
Krebs incarne l'aveuglement de l'hubris capitalistique, qui considère tout problème comme un défi managérial et toute vie comme un capital. Son antagonisme n'est pas diabolique, il est systémique, ce qui le rend d'autant plus terrifiant et réaliste. La séquence culminante du « Palooza de fusées éclairantes » est une démonstration de maîtrise cinématographique. En confinant l'action dans une obscurité à peine percée par des éclats de lumière colorés et temporaires, Gareth Edwards prive le spectateur de sa vision panoramique et le plonge dans le même état de vulnérabilité sensorielle que les personnages. Chaque éclair de fusée révèle une image fragmentaire et décontextualisée de la menace, un œil reptilien, une griffe recourbée, une silhouette massive qui disparaît aussitôt. Cette technique génère une anxiété cognitive profonde, car notre cerveau est forcé d'assembler ces fragments en une menace cohérente, toujours pire que ce que l'image montre. C'est une matérialisation parfaite de la peur de l'inconnu, et un hommage indirect à la célèbre séquence du T-Rex sous la pluie du premier film, mais poussé à un niveau d'abstraction et d'intensité supérieur. La dimension sonore est un personnage à part entière dans cette scène et dans tout le film. Le design sonore des hybrides est particulièrement remarquable. Les cris des mutadons sont un mélange disharmonique de sifflements de serpents, de croassements de corbeaux et de grésillements de fréquences radio, créant une impression d'instabilité numérique sous-jacente. Le rugissement du T-Rex, lui, est superposé à des basses profondes quasi sismiques et à des crépitements électriques, comme si sa voix même était en train de se déchirer. Ces choix sonores ne visent pas le réalisme mais la psychologie. Ils signalent au spectateur, à un niveau viscéral, que ces créatures sont fondamentalement fausses, corrompues dans leur essence même. La bande originale, qui réinterprète les thèmes de John Williams avec des cordes plus graves et des percussions métalliques, renforce cette ambiance de fin de cycle, de rêve devenu cauchemar. Le dénouement du film est délibérément anti-triumphaliste. La destruction du complexe de recherche et la mort du T-Rex ne sont pas célébrées comme des victoires, mais constatées comme des nécessités tragiques. Le sacrifice d'Elias et d'autres membres de l'équipe pèse lourdement sur les survivants. Il n'y a pas de libération joyeuse, seulement le soulagement épuisé de ceux qui ont survécu à une tempête qu'ils ont, en partie, provoquée. L'île n'est pas reprise ou nettoyée. Elle est simplement abandonnée, une fois de plus, à elle-même. Ce choix narratif est crucial, il évite le piège du happy end simpliste et assume la dimension profondément mélancolique du film. Les erreurs ne s'effacent pas, elles laissent des cicatrices sur le paysage et dans les esprits. Le plan final, l'œil du mosasaure s'ouvrant dans les profondeurs marines, est bien plus qu'un teaser pour une suite potentielle. C'est une affirmation philosophique et écologique fondamentale. Elle dit que la vie, sous ses formes les plus anciennes et les plus redoutables, est désormais une composante permanente de la biosphère. Elle subsiste, indifférente aux drames humains, dans les espaces interstitiels du monde. La « renaissance » du titre est donc ambiguë. Elle peut désigner le retour des dinosaures dans des niches écologiques stables, mais aussi, de manière plus ironique, la résurgence perpétuelle de l'avidité humaine sous de nouvelles formes, toujours prête à répéter les mêmes erreurs. Le mosasaure, ultime survivant des titans, devient le gardien silencieux de cette vérité inconfortable. La critique sociale opérée par Renaissance est plus incisive que dans les films précédents de la saga. Parker Genix n'est pas une organisation secrète ou clairement maléfique. C'est une entreprise pharmaceutique légale, cotée en bourse, dont les actionnaires attendent des retours. Son crime est d'opérer dans une zone grise réglementaire, profitant du vide juridique laissé par l'effondrement du projet « Monde d'après ». Le film pointe ainsi du doigt non pas la méchanceté individuelle, mais la violence systémique d'un capitalisme qui considère toute forme de vie comme une ressource potentielle et tout espace non régulé comme une zone d'extraction libre. Krebs n'est qu'un exécutant zélé de cette logique. Son personnage est d'autant plus effrayant qu'il est bureaucratique et non charismatiquement diabolique. Et la réflexion sur la science et l'éthique est portée par le contraste entre les archives d'Ingen et la pratique de Henry Loomy. Les documents et enregistrements vidéo trouvés dans le laboratoire montrent une recherche obsessionnelle, focalisée sur la percée technique et le progrès, sans jamais se poser la question du « pourquoi » ou du « pourquoi ». Loomy, au contraire, représente une science de l'observation, de l'humilité et de la préservation. Pour lui, comprendre un être vivant est une fin en soi, et cette compréhension impose un respect. Le film ne condamne pas la génétique en tant que telle. Après tout, elle a permis de ramener ces créatures à la vie, mais son asservissement a des logiques non scientifiques. Le profit, la gloire, le contrôle. La vraie science, suggère-t-il, c'est aussi dire « stop ». La réception mitigée du film est le reflet de sa position difficile. Pour les tenants d'un cinéma de franchise innovant, Renaissance peut sembler trop prudent, trop attaché à recréer les sensations passées plutôt qu'à en inventer de nouvelles. Pour les amateurs de la saga qui souhaitaient un retour aux fondamentaux après les excès de Fallen Kingdom et le monde d'après, il est une réussite,
car il replace les dinosaures au centre d'une histoire de survie en environnement hostile, avec un vrai sens du suspense et de l'échelle. Son succès commercial prouve que cette voie médiane, celle du spectacle maîtrisé et émotionnellement engagé, répond à une attente du public, même si elle ne fait pas l'unanimité auprès des critiques. Le traitement des dinosaures non hybrides est une clé de voûte thématique. Le titanosaure, le Quetzalcoatlus et même le mosasaure sont filmés avec une certaine majesté, une grâce qui force le respect. Leurs comportements, bien que dangereux, suivent une logique animale compréhensible: se nourrir, défendre un territoire, survivre. Ils appartiennent à un ordre naturel, même ressuscité. Face à eux, les hybrides sont le chaos, la rupture de cet ordre. Le film semble ainsi dire que le véritable objet de crainte et de respect devrait être la nature dans son ancienne splendeur, et non les grotesques que nous créons en voulant l'améliorer ou la plier à nos désirs. Le thème de l'héritage et de la dette est omniprésent. Les protagonistes de Renaissance héritent littéralement des déchets toxiques, vivant au laissé par InGen. Ils doivent gérer cette dette écologique et morale. Doit-on nettoyer ces erreurs au prix de vies humaines supplémentaires? Peut-on simplement les enfermer et les oublier? Le film ne donne pas de réponse simple, mais montre que l'inaction, laisser l'île à l'abandon, a aussi conduit à la catastrophe, car elle a permis à Parker Genix d'intervenir. La solution choisie, la destruction contrôlée, est présentée comme un moindre mal, un acte douloureux mais nécessaire de gestion de crise, pas de résolution. La mise en scène de Gareth Edwards excelle dans la spatialisation du danger. Chaque créature est associée à un type d'espace et une grammaire cinématographique spécifique. Le Quetzalcoatlus domine les plans en contre-plongée et les mouvements de caméra verticaux. Le mosasaure évolue dans un cadre horizontal et compressé, souvent vu à travers l'eau ou les hublots. Le titanosaure exige des plans larges et fixes pour saisir son immensité. Le D-Rex, lui, brise ses codes. Il est filmé en fragments, en mouvements saccadés, envahissant tous les types d'espace, signalant ainsi son statut d'entité anormale, de virus narratif et visuel. L'évolution de la dynamique entre Zora et Lumi est traitée avec une retenue qui la rend crédible. Leur lien se construit sur une reconnaissance mutuelle de compétence et d'intégrité, pas sur une attirance romantique conventionnelle. Ils deviennent les deux faces d'une même réponse éthique, l'action pragmatique, Zora, et la réflexion principielle, Lumi. Leur alliance finale pour contrecarrer Kreps et protéger les Delgado représente le modèle d'une humanité responsable, capable d'allier le courage et la conscience. Ils ne fuient pas l'île en héros, mais en gardiens meurtris, chargés du poids de ce qu'ils ont vu et fait point l'utilisation des éléments naturels comme agent narratif et constante. La pluie, le vent, la mer, la végétation ne sont pas de simples effets d'ambiance. Ils influent sur l'action, cachent ou révèlent les dangers, entravent ou facilitent la progression des personnages. Cela renforce l'idée que l'île est un système vivant et hostile dont il faut comprendre les règles, et non un simple terrain de jeu pour dinosaures. La survie passe par une lecture fine de cet environnement, compétence que possèdent les Delgado par instinct et que Zora acquiert progressivement. Le symbolisme du Distorturex est riche et polysémique. Il est littéralement un corps surchargé, un excès de membres, une innovation sans finalité. On peut y voir une métaphore de la surengineering, de la course aux fonctionnalités qui aboutit à un produit ingérable. Il représente aussi le retour du refoulé scientifique, toutes les expériences avortées, tous les échecs cachés qui finissent par se coaguler en une entité monstrueuse pour réclamer leur dû. Sa défaite, qui passe par l'effondrement du laboratoire sur lui, est symbolique. C'est l'ancien monde, le lieu de sa création, qui devient son tombeau, signant la fin d'un cycle de folie. La musique de Michael Giacchino, tout en rendant hommage à John Williams, introduit des thèmes nouveaux, plus sombres et percussifs, souvent associés aux hybrides. L'utilisation de sons électroniques déformés et de rythmes irréguliers crée un malaise musical qui accompagne parfaitement la dégénérescence biologique à l'écran. Pendant les scènes avec Dolores ou les dinosaures naturels, la musique retrouve des accents plus lyriques et orchestraux, marquant une distinction émotionnelle et éthique claire entre le pur et l'altéré. La fin du personnage de Kreps est significative. Il ne meurt pas dans un face-à-face héroïque, mais dans le chaos qu'il a engendré, probablement victime de l'une de ses propres cibles d'extraction ou du D-Rex. Sa mort est presque anecdotique, rapide, sans grandiloquence. Ce traitement narratif minimise son importance en tant qu'individu et souligne que le vrai antagoniste est le système qu'il représente, un système qui survivra à sa disparition. Kreps n'est qu'un rouage interchangeable. La logique d'extraction, elle, trouvera un autre exécutant. Et la famille Delgado sert de miroir émotionnel pour le spectateur. Leur peur est immédiate, leur compréhension du danger est instinctive, et leurs choix sont guidés par l'amour familial, pas par le profit ou la science. Leur survie est importante car elle représente l'espoir d'une humanité décentrée, capable de passer à travers les catastrophes causées par les élites technoscientifiques et de retrouver l'essentiel,
rester ensemble et en vie. Leur départ de l'île, serrés les uns contre les autres sur un canot de sauvetage, contraste avec la solitude des survivants de l'équipe Parker Genix. La séquence de l'effondrement final du laboratoire est riche en symboles. Les échantillons génétiques sont détruits, les données s'effacent, les preuves matérielles des expériences sont ensevelies. C'est une forme de grand brûlé salvateur, une purification nécessaire. Le film semble suggérer que certaines connaissances, une fois qu'elles ont prouvé leur potentiel destructeur, doivent être volontairement oubliées, ou du moins retirées des mains de ceux qui ne sauraient en assumer le poids moral. L'île redevient ainsi un secret, mais un secret désormais gardé par les dinosaures eux-mêmes. L'esthétique générale, qui mêle le sublime naturel, les paysages, au grotesque scientifique, les hybrides, interroge notre rapport à la beauté et à l'horreur. Le film nous demande, qu'est-ce qui mérite réellement notre crainte respectueuse? Le titanosaure, force de la nature, ou le D-Rex, produit difforme de l'arrogance humaine? La réponse est clairement orientée, renouant avec le message écologique originel de Michael Crichton. La nature, dans sa vérité, même dangereuse, est préférable à ses contrefaçons contrôlées. En conclusion, Jurassic World, Renaissance est un film sur la gestion des conséquences. Il n'offre pas de solution magique, de « reset » heureux. Il montre des personnages aux prises avec les décombres d'un rêve devenu cauchemar, et qui doivent faire des choix douloureux dans l'urgence. C'est une œuvre plus mûre et mélancolique que ses prédécesseurs immédiats, qui acceptent l'idée que certaines blessures ne guérissent pas et que le progrès a un coût souvent monstrueux. En replaçant l'aventure humaine à une échelle où elle redevient petite face à l'immensité du temps et de la vie, il réussit à retrouver une partie de la magie inquiète des tout premiers films. Il laisse le spectateur avec une question persistante. Maintenant que nous savons que nous pouvons ressusciter les géants du passé, saurons-nous enfin apprendre à vivre avec eux? Ou notre propre nature nous condamnera-t-elle à répéter éternellement les mêmes erreurs? Jurassic World. Renaissance s'ancre dans une géopolitique fictive mais crédible, celle d'un monde ayant tenté et échoué à intégrer le Mésozoïque dans son présent. Les dinosaures, désormais confinés à des zones refuges équatoriales, ne sont plus une invasion mais les reliques d'un échec, un rappel constant des limites de la domination humaine. L'île Saint-Hubert, au large des cartes officielles, devient le réceptacle de cette honte collective, un endroit où l'on a enterré ses erreurs en espérant qu'elles y pourrissent en silence. La mission de Parker Genix est une résurgence de cette même arrogance, mais habillée du langage aseptisé de la biopharmacie. Martin Krebs n'est pas un chasseur de trophées mais un collecteur de propriétés intellectuelles, pour qui la valeur d'un être se mesure au nombre de brevets qu'on peut déposer sur ses constituants moléculaires. Sa présence sur l'île est une profanation méthodique, une tentative de monétiser même les cadavres des expériences passées. Face à cette logique extractiviste, la famille Delgado incarne la brutalité d'un destin subi. Leur naufrage n'a rien d'une aventure, c'est l'effondrement soudain de la sécurité illusoire de la vie moderne, les rejetant dans un état de nature obscien où la seule loi est la survie immédiate. Leur rencontre avec l'équipe Parker Genix crée une friction narrative essentielle, opposant ceux qui sont venus prendre à ceux qui ne cherchent qu'à s'enfuir, et révélant ainsi toute l'obscénité d'un projet qui considère la vie humaine comme une variable d'ajustement dans une équation économique. L'île est présentée comme un organisme en convalescence, portant les cicatrices d'une fièvre industrielle passée. La végétation a recouvert les structures mais n'a pas effacé leur empreinte toxique. Elle a simplement intégré le béton et l'acier dans un nouvel écosystème mutant. La mise en scène de Gareth Edwards capture cette ambiguïté avec des plans où la nature est à la fois magnifique et profondément inquiétante, comme si la beauté elle-même était devenue un piège. Le complexe de recherche, mi-enfoui, mi-éventré, ressemble à une carcasse cybernétique, un temple dédié à une science sans âme dont les dieux se sont révélés être des démons. Le Distorturex est le produit de ce culte perverti. Sa morphologie n'est pas celle d'un superprédateur optimisé, mais d'un cauchemar darwinien, une créature dont le corps semble en guerre contre lui-même. Chacun de ses mouvements paraît laborieux, comme si elle devait constamment négocier avec ses membres surnuméraires, faisant d'elle un symbole de la surcharge et de l'instabilité. Les mutadons, volatiles hybrides, représentent quant à eux l'échec de l'intégration neuronale. Leurs vols erratiques et leurs cris dissonants trahissent un esprit incapable de faire la synthèse de ces héritages génétiques conflictuels. Ils sont les fantômes hurleurs du laboratoire, des preuves vivantes et souffrantes de l'expérimentation irresponsable. Et la trame narrative, structurée autour du prélèvement des 3 échantillons, dépasse le simple mécanisme de quête pour devenir une descente progressive aux enfers écologiques. Chaque échantillon correspond à un royaume, le ciel, la mer, la terre et à une épreuve philosophique distincte. Le Quetzalcoatlus incarne la peur de l'impalable et de l'imprévisible, un danger qui frappe depuis le domaine aérien, traditionnellement associé à la liberté et qui devient ici une prison verticale.
La séquence de sa traque est un chef-d'œuvre de tension spatiale, utilisant les ruines comme un gigantesque jeu de plateforme mortelle. Le mosasaure, lui, réactive l'archétype de la bête des abysses, la peur viscérale de l'engloutissement et de ce qui rôde dans les ténèbres aquatiques. En retardant sa révélation complète, le film fait travailler l'imagination du spectateur, forgeant une terreur bien plus personnelle et profonde que ne le ferait un monstre CGI omniprésent. Le titanosaure, enfin, propose une terreur d'un ordre tout à fait différent, celle de l'insignifiance. Sa simple existence, son pas qui fait trembler le sol, rappelle aux personnages et aux spectateurs leur propre échelle dérisoire dans l'histoire de la vie. Il n'a pas besoin de les chasser, sa présence seule est une leçon d'humilité géologique. L'introduction de Dolores, l'Aquilo, est un coup de maître narratif et émotionnel. Dans ce paysage de terreur surdimensionnée et de violence génétique, elle représente la petitesse, la fragilité et l'innocence. Son lien avec la jeune Isabella n'est pas un simple attachement enfantin, mais la démonstration d'une communication interspèce qui passe par la douceur et la curiosité, et non par la domination ou la peur. Elle est le témoin silencieux d'un monde qui aurait pu être, où la résurrection de ces espèces aurait pu s'accompagner d'un respect sacré. En la protégeant, les personnages ne défendent pas seulement une vie, mais un principe, celui de la valeur intrinsèque du vivant, indépendamment de son utilité ou de sa dangerosité. Elle sert de contrepoint absolu aux hybrides, démontrant que le problème n'est pas la vie ancienne en elle-même, mais la manière dont l'humain choisit de la déformer. L'évolution psychologique des personnages est portée par une direction d'acteurs exigeante. Scarlett Johansson habite Zora Bennett d'une lassitude professionnelle qui se transforme en une résolution féroce. Son personnage est celui qui a intériorisé les règles du jeu cynique du monde et qui les voit se briser sur la réalité organique et douloureuse de l'île. La scène où elle contemple les mutadons en captivité est un pivot. Son visage, habituellement fermé, laisse transparaître une horreur et une pitié qui signent la mort de son cynisme. Jonathan Bailey, en Henry Loomis, est la conscience scientifique du film. Sa passion pour les dinosaures n'est pas une fascination de collectionneur, mais un amour presque religieux pour la complexité et la beauté de la vie disparue. Il est le gardien d'un savoir qui refuse de se laisser instrumentaliser, et son alliance avec Zora représente la fusion nécessaire entre l'éthique et l'action. Mahershala Ali, dans le rôle d'Elias, offre une performance subtile d'homme loyal dont la fidélité se brise sous le poids de l'immoralité. Son sacrifice final n'est pas un acte héroïque de rédemption spectaculaire, mais le paiement silencieux d'une dette envers sa propre conscience. Le pivot narratif, lorsque Krebs exige la capture vivante du Distorturex, est l'aboutissement logique d'une pensée démiurgique. Pour lui, le monstre n'est pas un échec à détruire, mais le saint graal de sa quête, la source ultime de composés uniques. Cette décision illustre le principe de la fuite en avant technoscientifique. Face à une création qui échappe au contrôle, la réponse n'est pas la retraite, mais l'engagement de plus de ressources pour tenter de la maîtriser, amplifiant ainsi les risques de façon exponentielle. Krebs n'est pas fou, il est parfaitement rationnel dans le cadre perverti d'une logique qui place le profit potentiel au-dessus de toute considération de sécurité ou d'éthique. Son personnage est d'autant plus terrifiant qu'il n'est pas un méchant grand guignolesque, mais un manager zélé dont le langage est celui du retour sur investissement et des opportunités de marché. La séquence du « Palooza de fusées éclairantes » est une leçon de cinéma sur la puissance de la suggestion et le contrôle de la perception. En plongeant l'action dans une obscurité à peine trouée par des éclats de lumière stroboscopiques et colorés, Edwards prive le spectateur de sa vision d'ensemble. La menace n'est plus un objet fixe que l'on peut évaluer, mais une présence fragmentaire et omniprésente qui envahit le champ par bribes. Chaque éclair de fusée offre une vision fugace et partielle du danger, un œil, une griffe, une silhouette, que le cerveau doit assembler en une entité cohérente, toujours plus monstrueuse dans l'imagination que sur l'écran. Cette technique renforce l'identification avec les personnages, partageant leur désorientation et leur angoisse. C'est une matérialisation parfaite de la peur de l'inconnu, et un hommage sophistiqué à la célèbre scène du T-Rex sous la pluie du premier film. La dimension sonore est un élément narratif capital. Le design sonore des hybrides est conçu pour créer un malaise viscéral. Les cris des mutadons sont un amalgame disharmonique de sifflements reptiliens, de cris d'oiseaux de proie et de distorsions numériques, comme si leur voix même trahissait leur hybridité génétique. Le rugissement du T-Rex est superposé à des fréquences basses quasi sismiques et à des crépitements électriques, évoquant une machine biologique en train de se détraquer. Ces choix ne visent pas le réalisme, mais la psychologie. Ils signalent à l'auditeur que ces créatures sont fondamentalement fausses, corrompues dans leur essence acoustique même. La bande originale, qui entremêle les thèmes iconiques de John Williams avec des compositions plus sombres et percussives de Michael Giacchino, accompagne cette descente, passant de l'émerveillement à la dissonance, reflétant la corruption du rêve originel.
Le dénouement est délibérément amer et dépourvu de triomphalisme. La destruction du laboratoire et la neutralisation du Derex ne sont pas des victoires, mais des chirurgies traumatiques, des amputations nécessaires pour sauver ce qui peut l'être. Les sacrifices consentis pèsent lourd sur les survivants, qui quittent l'île non en héros, mais en rescapés hantés. L'île elle-même n'est pas conquise ou réhabilitée. Elle est de nouveau abandonnée, mais cette fois avec une conscience aiguë de sa nature de tombeau. Cette fin mélancolique est une force du film. Elle refuse la facilité d'une résolution propre et assume les séquelles durables de la catastrophe. Le plan final, l'œil du mosasaure s'ouvrant dans les profondeurs, est une affirmation écologique et philosophique puissante. Il signifie que la vie, sous ses formes les plus anciennes et les plus redoutables, est désormais une composante permanente et irrémédiable de la biosphère. Elle subsiste, indifférente aux drames humains, dans les zones d'ombre du monde. La « renaissance » du titre prend alors un double sens, ironique et littéral. Elle peut désigner la résilience des dinosaures trouvant des niches stables, mais aussi la résurgence perpétuelle de l'hubris humain, toujours prête à rejouer la même tragédie sous un nouveau prétexte. Et la critique sociale est plus acérée que jamais. Parker Genix n'est pas une organisation secrète. C'est une entreprise pharmaceutique légale dont la motivation à développer des traitements est socialement valorisée. Le film démontre ce prétexte en montrant comment une fin potentiellement bonne, la médecine, est corrompue par des moyens immoraux, le pillage biologique et une logique capitaliste effrénée. Il pointe du doigt la violence systémique d'une économie qui transforme toute forme de vie en capital naturel et tout espace en ressources à exploiter. Krebs est l'exécutant de cette violence banale, d'autant plus effrayant qu'il est bureaucratique et convaincu de son propre pragmatisme. Et la réflexion sur l'éthique scientifique est incarnée par le contraste entre les fantômes d'un Jean et la pratique de Loomis. Les archives montrent une recherche déshumanisée, obsédée par la percée technique, le comment, sans jamais interroger le pourquoi. Loomis, au contraire, représente une science humble, fondée sur l'observation, le respect et la préservation. Pour lui, la connaissance est une fin en soi qui engendre une responsabilité. Le film ne condamne pas la science en bloc, mais son détournement par des logiques extérieures au le profit, le pouvoir, la gloire qui en corrompent l'essence même. La vraie science, suggère-t-il, c'est aussi poser des limites et dire non. La réception partagée du film est le reflet de ses ambitions et de ses compromis. Pour ceux qui cherchent une réinvention radicale de la franchise, il peut paraître trop conservateur, s'appuyant sur des schémas narratifs éprouvés. Pour ceux qui souhaitaient un retour à l'esprit d'aventure anxiogène des origines, il est une réussite, recentrant le propos sur la survie et la peur face à une nature recréée. Son succès au box-office indique que cette voie médiane, celle d'un spectacle maîtrisé porteur d'un message écologique fort, répond à une attente du public, même si elle ne suscite pas l'enthousiasme unanime de la critique. Le traitement des dinosaures naturels est crucial pour l'équilibre du film. Le titanosaure, le Quetzalcoatlus et le mosasaure sont filmés avec une majesté qui force le respect, voire l'émerveillement terrifié. Leurs comportements sont cohérents avec une logique animale compréhensible. Ils appartiennent à un ordre, même ressuscité. Les hybrides, au contraire, représentent le chaos, la rupture de cet ordre. Le film établit ainsi une distinction éthique et esthétique claire. La nature, dans sa vérité et sa dangerosité, est préférable à ses contrefaçons altérées par l'orgueil humain. Le thème de l'héritage empoisonné est central. Les protagonistes héritent des déchets vivants laissés par InGen et doivent en gérer les conséquences. Le film pose une question difficile. Quelle est notre responsabilité envers les monstres que nous avons créés? Les détruire par compassion ou par sécurité? Les préserver par respect pour la vie, même difforme? La réponse de Renaissance est pragmatique et douloureuse. Il faut contenir et, si nécessaire, éliminer les créations les plus instables et dangereuses, tout en protégeant les espèces pures. C'est un acte de triage tragique, de gestion de crise, qui évite tout manichéisme simpliste. La mise en scène d'Edwards se distingue par sa clarté spatiale et son sens de l'échelle. Chaque créature est associée à une grammaire cinématographique spécifique. Le Quetzalcoatlus est lié aux mouvements de caméra verticaux et aux contre-plongées. Le mosasaure évolue dans un cadre horizontal, compressé, souvent vu à travers des surfaces, l'eau, le hublot. Le titanosaure exige des plans larges et des angles bas pour magnifier son immensité. Le Derex, lui, viole ses codes. Il est filmé en fragments, en mouvements saccadés, envahissant tous les types d'espace, incarnant visuellement son statut d'anomalie et de corrupteur des lois naturelles. La relation entre Zora et Loomis évolue avec une retenue qui la rend d'autant plus puissante. Leur lien se construit sur une reconnaissance mutuelle de compétence et d'intégrité, évoluant vers une confiance profonde qui n'a pas besoin de se verbaliser. Il représente l'alliance nécessaire entre l'action pragmatique et la réflexion éthique, entre le savoir-faire de terrain et la connaissance théorique.
Leur décision finale de saboter la mission de Krebs et de protéger la famille Delgado n'est pas présentée comme un acte héroïque, mais comme la seule conduite moralement tenable face à la dérive qu'ils constatent. L'utilisation des éléments naturels comme obstacle et allié est constante. La pluie qui transforme le sol en boue, le vent qui couvre les bruits, les rivières qui deviennent des pièges ou des voies de fuite, la végétation qui cache et enserre, l'île est un acteur à part entière. Survivre ne dépend pas seulement de fuir les dinosaures, mais aussi de lire et de négocier avec cet environnement hostile. Cette dimension renforce le réalisme de l'aventure et ancre le film dans une tradition de récit de survie où la nature est à la fois ennemi et seul allié possible. Le symbolisme du Distorturex est profondément riche. Il est un corps en trop, une accumulation de fonctions sans harmonie, une métaphore de l'innovation débridée et du « toujours plus » qui caractérise la société contemporaine. Il représente aussi le retour du refoulé scientifique, la condensation monstrueuse de toutes les expériences non éthiques, tous les échecs cachés qui finissent par ressurgir sous une forme composite pour exiger des comptes. Sa défaite, par l'effondrement du laboratoire sur lui, est hautement symbolique. C'est le lieu de sa création, le temple de la science sans conscience, qui devient son tombeau, scellant ainsi la fin d'un cycle de folie. La musique joue un rôle crucial dans la distinction émotionnelle entre les mondes. Les thèmes associés aux dinosaures naturels reprennent souvent les motifs de Williams, avec des orchestrations majestueuses. Les séquences impliquant les hybrides ou le D-Rex sont accompagnées de compositions de Giacchino plus dissonantes, utilisant des percussions métalliques, des cordes frottées de manière abrasive et des éléments électroniques distordus. Cette partition auditive guide subtilement le spectateur, créant un malaise instinctif face aux créatures altérées et une forme de respect craintif face aux animaux authentiques. La fin de Krebs est significative dans son anti-héroïsme. Il ne meurt pas dans un duel spectaculaire, mais est happé par le chaos qu'il a lui-même déclenché, probablement victime du D-Rex ou d'un autre dinosaure. Sa disparition est rapide, presque anecdotique. Ce traitement minimise son importance en tant qu'individu et souligne que le véritable antagoniste est la logique qu'il incarnait, une logique qui lui survivra et trouvera d'autres porte-paroles. Krebs n'était qu'un rouage. Le système, lui, est bien plus durable et dangereux. Et la famille Delgado est le cœur émotionnel et le point d'identification le plus direct pour le spectateur. Leur peur est immédiate, leurs motivations sont simples et universelles, protéger ses enfants, et leur survie est un enjeu pur, non entaché de considérations mercantiles ou scientifiques. Leur départ de l'île, blottis les uns contre les autres sur une embarcation de fortune, offre une image de réconciliation humaine et d'espoir modeste, contrastant avec la solitude et le poids moral qui accable Zora et Lumi. La scène de l'effondrement final du complexe est un acte symbolique de grande puissance. La destruction des échantillons, des données et des preuves matérielles est un autodafé salutaire. Le film suggère ici que certaines connaissances, une fois qu'elles se sont révélées trop dangereuses pour être manipulées par l'humanité dans son état actuel de maturité éthique, doivent être volontairement sacrifiées. Il ne s'agit pas d'obscurantisme, mais d'une sage reconnaissance de nos propres limites. L'oubli devient, paradoxalement, une condition de la survie. L'esthétique générale, qui juxtapose le sublime des paysages et le grotesque des hybrides, interroge notre définition de la beauté et de l'horreur dans un monde post-naturel. Le film nous force à nous demander ce qui mérite réellement notre fascination et notre crainte respectueuse. La réponse qu'il esquisse est sans appel. La vérité organique, même terrible, est toujours préférable au mensonge génétique, même maîtrisé. Il renoue ainsi avec l'avertissement central de Michael Crichton. Ce n'est pas la science qu'il faut craindre, mais l'usage que l'homme, imparfait et orgueilleux, en fait. En définitive, Jurassic World, Renaissance est un film sur la responsabilité et le deuil. Il ne promet pas un nouveau départ vierge, mais montre les personnages assumant les conséquences d'un rêve brisé. C'est une œuvre plus mûre et mélancolique que les épisodes précédents de la trilogie World, qui accepte l'idée que certaines blessures sont définitives et que le progrès a un coût souvent monstrueux. En replaçant l'aventure humaine à une échelle où elle redevient petite et vulnérable face à l'immensité du temps et de la vie, il retrouve une partie de la magie inquiète et philosophique du film originel. Sa conclusion ouverte, avec le mosasaure veillant dans les profondeurs, n'est pas une promesse de suite, mais un constat. Le monde a changé à jamais, et nous devons apprendre à vivre avec les géants que nous avons ramenés à la vie, en acceptant enfin que nous ne sommes pas leurs maîtres, mais au mieux, leurs humbles et prudents voisins. Jurassic World. Renaissance pose d'emblée les fondements d'un monde post-traumatique où la cohabitation avec les dinosaures s'est soldée par un retrait stratégique de l'humanité, confinant ces derniers à des réserves climatiques fortuites. Cette nouvelle donne géopolitique instaure un réalisme écologique sombre, bien éloigné de l'utopie technophile des premiers Jurassic World. L'île Saint-Hubert cristallise cet état de fait.
c'est une zone d'exclusion volontaire, un dépotoir pour les erreurs génétiques dont plus personne ne veut assumer la garde. La mission de Parker Genix, menée par Martin Krebs, opère une intrusion calculée dans ce sanctuaire involontaire, avec l'objectif froid de transformer des vestiges biologiques en produits brevetables. Krebs incarne une nouvelle ère de l'exploitation, où le colonialisme ne vise plus les territoires mais les génomes, et où la valeur se mesure en séquences d'ADN uniques. Face à cette logique réductionniste, le paléontologue Henri Loomy représente une forme de résistance humaniste, pour qui chaque dinosaure est un chapitre de l'histoire de la vie, digne de respect intrinsèque. La famille Delgado, quant à elle, subit de plein fouet les conséquences de cette exploitation, son naufrage n'étant pas un accident mais la manifestation directe d'un écosystème perturbé par l'appétit humain. Leur survie devient une lutte pure, dépouillée de tout enjeu idéologique, qui entre en résonance tragique avec la quête abstraite et mercantile de l'équipe Parker Genix. L'île est caractérisée comme une entité psychédélique et malade, un organisme qui a intégré la pollution humaine à son propre métabolisme. La jungle ne se contente pas de recouvrir les ruines du complexe InGen. Elle les digère, produisant un biome hybride où les lianes s'enroulent autour des câbles d'acier et où les fleurs tropicales éclosent dans les fentes du béton. La photographie sublime cette étrangeté en jouant sur des filtres de couleurs saturées pour la nature et des tons froids, bleutés et métalliques pour les vestiges humains. Le Distorturex est l'incarnation ultime de cette hybridation toxique. Sa physiologie de cauchemar, avec ses membres surnuméraires et son apparente douleur chronique, n'est pas le signe d'une supériorité évolutive mais d'un échec profond. Il est un organisme en conflit permanent avec lui-même, une métaphore vivante de la disharmonie. Les mutadons, quant à eux, souffrent d'une instabilité neurologique. Leurs attaques sont moins des actes de prédation que des crises de panique génétiquement encodées, faisant d'eux des victimes aussi dangereuses que pitoyables. Leur présence signale que les manipulations n'ont pas seulement altéré les corps, mais aussi les esprits, créant une souffrance consciente qui ajoute une couche d'horreur éthique au danger physique. Et la quête des 3 échantillons fonctionne comme un parcours initiatique à travers les différentes facettes de la terreur préhistorique, mais aussi à travers les failles morales des personnages. Le prélèvement sur le Quetzalcoatlus, dans les hautes canopées, exige agilité et discrétion, mais confronte surtout les protagonistes à la peur de l'imprévisible et de l'attaque aérienne, renversant notre rapport habituel à l'espace sécurisant du ciel. La séquence est chorégraphiée comme un ballet aérien mortel, où chaque prise précaire sur une poutre rouillée ou chaque envolée de l'oiseau géant est un coup de couteau porté à la nervosité du spectateur. Le face-à-face avec le mosasaure plonge l'intrigue dans les abysses de la peur archaïque de l'engloutissement. En utilisant l'eau comme un élément à la fois réfléchissant et opaque, le film entretient un suspense quasi hitchcockien, où la menace est omniprésente mais rarement visible, forçant une anxiété constante. La rencontre avec le titanosaure opère un renversement total de perspective. La terreur ne vient plus de l'agression, mais de l'indifférence sublime d'une force géologique. Le plan séquence qui introduit la créature, lent et panoramique, écrase littéralement les personnages par l'immensité, rappelant que certaines puissances de la nature ne nous perçoivent même pas comme des êtres dignes d'attention. Dolores, l'Aquilo, est bien plus qu'un élément de réconfort narratif, elle est le pivot éthique du film. Dans cet environnement de démesure et de violence génétique, sa petite taille et sa vulnérabilité forcent un changement de regard. Son lien avec Isabella ne relève pas du simple attrait pour un animal mignon, mais d'une communication interspèce fondée sur la douceur et la confiance mutuelle, un modèle relationnel radicalement opposé à l'extractivisme de Krebs. Elle incarne le principe de « care », le soin porté au vivant pour lui-même, et sa protection devient le test moral ultime pour les adultes qui l'entourent. Sa présence silencieuse accuse les hybrides d'être des perversions et rappelle la beauté originelle du projet, recréer la vie, avant sa corruption par l'orgueil et le profit. Les trajectoires des personnages sont dessinées avec une subtilité qui doit beaucoup aux interprétations. Scarlett Johansson campe une Zora Bennett dont l'armure de cynisme professionnel se fissure par à coup. Son évolution n'est pas un revirement soudain, mais une érosion lente, chaque rencontre avec la souffrance animale ou l'inhumanité de Krebs grignotant sa carapace. Le moment où elle libère un mutadon mourant plutôt que de le laisser en cage est un acte de rébellion silencieuse mais décisive. Jonathan Bailey apporte à Henri Loomy une passion mélancolique et une intégrité têtue. Il n'est pas un idéaliste naïf, mais un scientifique qui a vu ses rêves d'enfant souillés par le commerce et qui trouve en Dolores une raison de renouer avec l'émerveillement premier. Mahershala Ali, en Elias, donne une épaisseur tragique au soldat loyal. Son conflit intérieur se lit dans ses silences et son regard de plus en plus critique, jusqu'au sacrifice qui est moins un rachat qu'un refus définitif de servir une cause devenue immorale. Le tournant catastrophique, quand Krebs ordonne la capture du Distorturex vivant, représente l'apogée de la rationalité dévoyée. Pour lui, le monstre n'est pas un danger à éliminer, mais un actif à sécuriser, le produit,
le plus précieux de l'île. Cette décision illustre le mécanisme de la bulle spéculative appliquée à la biologie. La valeur attribuée, les brevets potentiels, est totalement déconnectée de la réalité intrinsèque, un être instable et meurtrier. Krebs est piégé dans sa propre logique financière, incapable de voir la vie au-delà de son prix sur le marché. Son aveuglement n'est pas une folie, mais le produit parfait d'un système économique qui récompense la prise de risques extrêmes et la monétisation de l'immonde. La séquence nocturne des fusées éclairantes est une masterclass de cinéma sensoriel. En limitant la vision à des éclats brefs et colorés, Gareth Edwards transforme l'écran en un champ de bataille pour la perception. Le spectateur est activement engagé dans la reconstruction mentale de la menace, son imagination comblant les trous laissés par l'obscurité, générant ainsi une peur personnalisée et d'autant plus intense. Cette technique renverse la logique du blockbuster moderne qui montre tout, prouvant que la suggestion et la privation sensorielle sont des outils bien plus puissants. C'est un hommage sophistiqué à la leçon de Spielberg, poussé à son paroxysme abstrait. Le paysage sonore est un personnage narratif à part entière, surtout pour les hybrides. Les mutadons n'ont pas un cri, mais un collage de sons discordants au sifflement de serpents, crissements métalliques, distorsions numériques, qui violent les attentes acoustiques naturelles et produit un malaise viscéral. Le rugissement du Derex est superposé à des basses frémissantes et à des crépitements électrostatiques, évoquant une machine biologique en surchauffe, au bord de l'implosion. Ces choix de sound design ne décrivent pas les créatures, ils les diagnostiquent comme des anomalies. La musique, en entremêlant les thèmes héroïques de Williams et les dissonances de Giacchino, matérialise acoustiquement le conflit central entre le rêve originel et son cauchemar dégénéré. Le dénouement est remarquable par son refus de toute catharsis héroïque. La destruction du laboratoire et la neutralisation du Derex sont des actes de salubrité publique, non des victoires. Ils laissent les survivants exsangues, hantés et chargés du poids des vies perdues. L'île n'est pas reconquise, mais recellée, comme une chambre forte contenant un poison trop dangereux pour être manipulé. Cette fin amère et résignée est la marque d'une maturité narrative rare dans le cinéma de franchise. Elle assume que certaines catastrophes ne se résolvent pas, elles se contiennent, et que les survivants doivent apprendre à vivre avec les fantômes de leur choix. Le plan final sur l'œil du mosasaure est une déclaration philosophique d'une rare puissance. Il signifie que le Mésozoïque n'est plus une attraction ou une invasion, mais une couche permanente et irréductible de la biosphère contemporaine. Il veille, tel un gardien des temps anciens, aux frontières du monde humain. La « renaissance » devient alors un terme à double tranchant. Elle désigne la résilience obstinée de la vie ancienne, mais aussi, de manière cyclique, la résurgence jamais tarie de l'ambition humaine à vouloir la posséder, la copier, l'exploiter. Le cycle n'est pas brisé, il est simplement mis en pause. La critique du capitalisme biotech est ici plus précise et donc plus dévastatrice. Parker Genix n'opère pas dans l'illégalité totale, mais dans les zones grises d'une régulation qui n'a pas anticipé cette forme de pillage. Son crime est d'appliquer une logique industrielle extractive, miner, breveter, vendre, à un domaine où le vivant complexe qui y résiste fondamentalement. Le film démontre que lorsque la vie devient une ressource, toute éthique est balayée au profit de l'efficacité et du rendement. Krebs est l'homme de ce système, un exécutant dont la banalité même rend sa morale flexible et son danger concret. L'interrogation sur la science est portée par le dialogue invisible entre les archives d'Ingen et la pratique de Loomis. Les notes des anciens chercheurs révèlent une obsession pour la performance et la nouveauté, un langage technocratique où les créatures sont des prototypes ou des plateformes. Loomis, au contraire, utilise un langage de contemplation et de compréhension. Le film ne rejette pas la technoscience où elle a permis la résurrection, mais son asservissement à des paradigmes non scientifiques, le marché, le militarisme, l'ego. Il plaide pour une science humble, consciente de ses responsabilités et de sa place dans le tissu du vivant, non au-dessus de lui. La réception contrastée du film est symptomatique de son ambition de correction de trajectoire. Pour les amateurs de nouveautés radicales, il peut sembler revenir en arrière. Pour ceux qui estimaient que la saga avait perdu son âme, il représente un retour salutaire à l'essence du concept, l'homme comme proie, l'île comme piège, la science comme faute originelle. Son succès financier montre que ce recentrage a touché une corde sensible, offrant un spectacle qui satisfait les attentes génériques tout en restaurant une cohérence thématique perdue. Est la dichotomie entre dinosaures, naturels, et hybrides est le cœur de l'argument esthétique et moral. Les premiers sont filmés comme des forces élémentaires, intégrées à des écosystèmes. Les seconds sont des intrus, des erreurs de syntaxe génétique qui défigurent le paysage. Le film utilise cette opposition pour dire que le vrai respect, et même la vraie peur, est dû à l'œuvre du temps et de l'évolution, pas aux créations hâtives et instables de l'orgueil humain. Protéger les uns et contenir les autres n'est pas une question de sécurité,
mais de justice envers la logique du vivant. Le thème de la dette intergénérationnelle est central. Les personnages doivent payer pour les péchés d'un Jean, une entreprise disparue dont les fantômes hantent toujours l'île. Le film pose la question: qui est responsable des monstres que nos prédécesseurs ont créés et abandonnés? La réponse implique un devoir de réparation qui peut exiger des sacrifices, mais aussi un devoir de préservation de ce qui, dans cet héritage, mérite encore d'exister, les espèces non modifiées. C'est une réflexion profonde sur la transmission et la responsabilité historique. La mise en scène d'Edwards brille par sa grammaire visuelle claire et signifiante. Chaque type de dinosaure a son propre vocabulaire cinématographique. Les créatures volantes sont associées aux plans en plongée et aux mouvements de grue. Les créatures marines sont vues à travers des surfaces et dans des cadres serrés. Les géants terrestres imposent des plans larges et des angles au ras du sol. Le D-Rex, lui, viole cette grammaire, il est filmé en plans serrés tremblants, en coupes rapides, en contre-plongée déstabilisante, incarnant visuellement son statut d'anomalie qui corrompt les règles du réel cinématographique lui-même. La dynamique Zora Lumi est une allégorie de l'alliance nécessaire entre l'action et la réflexion, entre le cœur et la raison. Leur relation se construit sur un respect mutuel qui naît de la reconnaissance de leurs compétences complémentaires. Il n'y a pas de romance forcée, mais une communion d'objectifs qui devient plus forte que les liens hiérarchiques ou contractuels. Leur décision de trahir Krebs n'est pas prise par idéalisme, mais par une conviction partagée, forgée dans l'épreuve, qu'il existe une ligne éthique à ne pas franchir, même pour de l'argent ou la science. L'environnement est un antagoniste à part entière. La jungle n'est pas un décor passif mais un écosystème réactif et souvent hostile. Les pluies tropicales créent des inondations soudaines, le terrain instable des ruines menace de s'effondrer, la végétation danse aveugle et entrave. Survivre exige une lecture constante de ce milieu, une compétence que possèdent intuitivement les Delgado et que Zora doit apprendre à la dure. Cette dimension renforce le film comme récit d'aventure, à l'ancienne, où la nature est un personnage capricieux et tout-puissant. Le Distorturex fonctionne comme une allégorie de l'innovation sans finalité. Il est le produit d'une science qui a oublié le « pourquoi » et ne s'est intéressé qu'au « si on pouvait ». Ses membres supplémentaires ne lui confèrent aucun avantage, ils le ralentissent et le déséquilibrent. C'est une critique en acte de la pensée, féature, contemporaine, qui accumule des fonctionnalités sans se soucier de l'expérience utilisateur, de l'élégance ou de l'harmonie d'ensemble. Sa défaite par l'effondrement de son propre lieu de naissance est une sentence poétique. Ce qui naît d'une logique du chaos ne peut que retourner au chaos. La partition musicale opère une distinction émotionnelle cruciale. Les thèmes associés au moment d'émerveillement, la première vue du titanosaure, les scènes avec Dolores, sont portés par des orchestrations classiques, chaleureuses. Les séquences impliquant les hybrides ou le D-Rex voient l'intrusion d'instruments électroniques, de rythmes brisés et d'harmonies dissonantes. Cette bifurcation sonore guide le spectateur dans son jugement moral implicite, créant une affinité pour le naturel et un rejet instinctif pour elle, artificielle corrompue. La mort de Krebs est significative par son manque de dramaturgie. Il n'a pas de dernier mot, pas de confrontation finale. Il est simplement emporté par le déluge qu'il a déclenché. Cette fin anonyme souligne que dans cette histoire, les individus sont moins importants que les systèmes et les idées qu'ils servent. Krebs meurt, mais la logique de Parker Genix en trouver, breveter, vendre survivra, prête à envoyer une autre équipe sur une autre île, pour une autre ressource. L'antagoniste est immortel car il est systémique. La famille Delgado est l'élément qui ancre le film dans l'émotion universelle. Leur peur est brute, leur amour est simple, leurs choix sont dictés par l'instinct de protection. Ils ne comprennent pas la science derrière les monstres, ils les subissent. Leur survie est une victoire modeste de l'humanité ordinaire sur des forces démesurées, et leur évasion finale offre une lueur d'espoir ténue, mais réelle, contrastant avec le fardeau philosophique qui pèse sur Zora et Lumi. L'effondrement du laboratoire est un acte symbolique de grande portée. En détruisant les échantillons et les données, les personnages ne détruisent pas des découvertes, mais des tentations. Ils reconnaissent que certaines connaissances, dans le contexte d'une humanité encore immature, sont trop dangereuses pour être conservées. C'est un acte de sagesse tragique, un sacrifice de la curiosité sur l'autel de la sécurité et de l'éthique. L'île redevient un secret, mais un secret dont on connaît désormais le prix, et qu'il faudra garder. L'esthétique du film navigue constamment entre le sublime, les paysages, les créatures pures, et le grotesque, les hybrides, les ruines. Cette tension visuelle interroge. Qu'est-ce qui est vraiment monstrueux? Le titanosaure, force de la nature, ou le D-Rex, difformité issue de l'orgueil? Le film répond que la monstruosité n'est pas dans la taille ou la dangerosité, mais dans la rupture de l'harmonie naturelle, dans la création d'êtres qui n'ont pas leur place dans l'ordre du monde.
Il réhabilite ainsi la peur comme une réponse appropriée à la démesure et le dégoût comme une réponse appropriée à la corruption du vivant. En conclusion, Jurassic World, Renaissance est un film sur la gestion des séquelles et l'apprentissage de la limite. Il ne propose pas de rédemption facile, mais montre des personnages assumant les conséquences d'un passé qu'ils n'ont pas choisi. C'est une œuvre sobre et mélancolique qui marque un tournant dans la saga, abandonnant la surenchère pour revenir à une tension fondée sur la survie, l'éthique et le respect du vivant. En laissant le mosasaure veiller dans les profondeurs, il affirme que le monde a irrévocablement changé, et que le défi n'est plus de dominer ou d'exploiter ces créatures, mais d'apprendre, avec humilité et prudence, à cohabiter à distance avec les géants que nous avons, une fois de plus, réveillés.